J'ai beaucoup d'orgueil, pas comme individu, mais comme écrivain. Je trouve que les écrivains, c'est pas des gens qu'on doit prendre comme des savonnettes et en faire n'importe quoi. Je reçois maintenant le romancier Philippe Dian pour l'apparition chez Gallimard de Vers chez les Blancs. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous dites à la télé, je me trouve très mauvais, j'achèterai pas un de mes livres après m'être vu dans une émission. Et ça, c'est mon éditeur, mon premier éditeur, Bernard Barrault, qui me disait « Mais évite la télé, tu es très mauvais à la télé. » Il avait raison, sûrement. Mais non. Ah bon, on va voir. Enfin, vous êtes un peu gêné par la promotion parce que vous dites que finalement, on se sert chez vous de l'individu, et c'est normal en télévision, évidemment, on ne peut pas lire des textes, et qu'en fait, l'individu, c'est pas l'écrivain, et que vous dites en tant qu'individu, j'ai pas tellement d'intérêt, finalement. Mais je trouve qu'en fait, oui, moi, j'ai pas d'intérêt, mais je trouve qu'il y a peu d'écrivains qui ont un intérêt en tant qu'individu. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils écrivent. C'est leur œuvre. Bien sûr. C'est pas pareil pour les musiciens ou les acteurs. Non, c'est différent. Mais l'écrivain, en plus, c'est vrai que c'est quelqu'un qui doit être un peu caché, sinon c'est... Vous dites, de toute façon, l'écriture, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas plus important que docteur ou journaliste. Vous êtes énervé un peu par les écrivains qui pontifient à la télévision. Mais d'une drôle de manière. C'est-à-dire que moi, j'ai une vraie passion pour la littérature. Mais cette passion, elle peut fonctionner que dans la mesure où je redescends la littérature à un niveau un petit peu proche de vous et de moi. Ouais. C'est à ce niveau-là que j'essaie que les écrivains qui pontifient m'énervent. Ouais. La littérature, elle doit être proche de nous, elle nous sert à quelque chose, la littérature. Donc en faire quelque chose d'un peu abstrait, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Alors vous publiez donc Vers chez les Blancs chez Gallimard. Je signale aussi qu'il y a Sainte-Bob qui sort chez Folio Gallimard en poche, puis 2 livres d'entretien, donc je citerai les titres à la fin de notre entretien. Le titre, alors, ça vient d'où, Vers chez les Blancs? C'est un truc très bizarre. J'étais en train d'en écrire, j'en avais écrit peut-être une 50aine de pages, et en allant chercher ma fille qui était chez des amis, il neigeait beaucoup, et ma voiture est sortie de la route et je suis tombé. Enfin, la voiture s'est encastrée dans un panneau et j'ai vu écrit « Vers chez les Blancs ». Ah oui. Et là, j'ai compris qu'en plus, c'était tout à fait ce qui... il y avait une petite maladresse grammaticale que je trouve très très belle. Et Vers chez les Blancs, c'est pas... vers la fin, les personnages commencent à... La musique de la phrase vous a séduit, quoi. Ah, je trouve ça très beau. Moi. Ouais, comme c'est pas de moi, je peux d'autant plus revendiquer la beauté de la chose. Alors, Philippe, le pitch, comme on dit ici, donc c'est Francis, qui est écrivain, qui a perdu femme et enfant dans un accident d'avion. Et puis il fait comme si elle était toujours là, hein, d'une certaine façon, et elle lui suggère de faire un porno. C'est la façon la plus, enfin, de faire un film porno. C'est la façon la plus triviale de raconter l'histoire. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est un homme qui a perdu sa femme et ses enfants, et c'est surtout sa femme qui compte dans l'histoire. C'est-à-dire que au bout de 2 ans, il commence à peut-être avoir envie de retourner vers un monde un peu réel, un peu vrai, et en particulier 2 ans le monde des sans femmes. rapport sexuel. Oui. Et là, donc, il a décidé de toute façon que sa femme n'était pas morte, parce que sinon, lui, il n'existe plus, donc elle n'est pas morte. Et il se débrouille pour que ce soit elle, en fait, dans un espèce de faux dialogue, mais qui est en fait en même temps un vrai dialogue. Il se débrouille pour que ce soit elle qui lui dise « Mais pourquoi on ne ferait pas un porno? Moi, je fais du cinéma. En plus, je pense que pour toi, c'est bien. Et surtout, n'aie pas peur, c'est pas en faisant un porno que tu vas me tromper. » Il y a des scènes très porno, j'ai pas le temps d'en parler, vous pensez à quel point j'en suis désolé. J'avais noté quelques pages. Est-ce qu'on va reparler de la pornographie ou non? Pardon? On va en reparler de la pornographie? Non, parlez-en maintenant. Non, parlez-en maintenant. Parce que comme j'ai pas le temps de lire les textes... Non, je trouve que c'est un terrain qui est très sensible, et je trouve que c'est très attirant pour les écrivains qui n'ont pas peur de... Moi, j'ai toujours été un petit peu écrivain dans la marge, un petit peu comme ça, même Nab, que j'ai vu tout à l'heure. Donc on peut y aller, on peut essayer d'aller vers d'explorer des voies que les autres écrivains, qui sont des écrivains plus respectables, n'essayent pas d'aller explorer. Donc moi je trouve que c'est en plus une matière très forte, qu'il y a beaucoup de choses à faire, que c'est quelque chose qui est près de ce que je vis moi, parce que quand on me parle de l'érotisme, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas vraiment. Donc la pornographie, oui, et je la revendique d'autant plus que la pornographie telle que je la vois dans les magazines ou dans les films X du samedi soir, je trouve qu'elle ne m'intéresse pas. Mais je crois qu'il y en a une autre. Et en plus, en tant qu'écrivain, on doit être assez fort pour la prendre à bras-le-corps et en faire quelque chose. Parce que moi, je crois qu'on peut faire quelque chose avec ça. Alors, votre vie, bon, bah, là, on va la survoler, mais il y a quand même un épisode que je veux absolument raconter. Donc, lycée Turgot, fac de lettres à Vincennes, école de journalisme rue de Rennes, Docker au Havre. Vous dites, vous avez toujours le crochet, c'est vrai? J'ai toujours le crochet. Il est un peu rouillé maintenant, mais je l'ai toujours, oui. Bon, puis un jour, vous prenez un avion, vous prenez à New York, vous travaillez à la librairie française au Rockefeller Center,
partez en Colombie faire un reportage avec un copain du lycée Turgot sur les guérilleros, vous revenez, c'est refusé par Match et par l'Humanité, ça vous dégoûte un peu du journalisme. Vous bossez RTL, vous coupez des dépêches RTL, vous rencontrez Bruno Mazur, vous faites des interviews, vous rencontrez la veuve de Céline, Monterland. Vous avez fait la dernière interview de Monterland avant son suicide et il vous a dit d'ailleurs cette phrase « Mon succès est un malentendu ». Il vous l'a répété comme ça 3-4 fois. Parce que je trouve que c'est très... j'ai l'impression que tous les vrais succès sont des malentendus, en fait. Vous pensez à 37.2 quand vous dites ça, c'est-à-dire que ça vous a marqué Bah, oui, parce que c'est pas mon succès, en fait. Le succès de 37.2, c'est vraiment le succès de Jean-Jacques Benex, qui a eu des millions de spectateurs. C'est pas moi qui les ai eus, ces spectateurs-là. C'est vraiment... Mais je trouve qu'il a eu au moins l'intelligence de s'approprier l'histoire. Et ça, c'est là que certains metteurs en scène ont la force de le faire. C'est pas toujours évident. Et oui, donc mon succès à ce niveau-là est un malentendu. Oui, un malentendu, comme Monterland. C'est vrai que tout ce qui a été mauvais, tous les mauvaises critiques et tout ce que j'ai pu avoir comme problème avec une certaine critique, c'est venu de là, en fait. C'est venu du succès. Alors bon, après, vous bossez un peu à détective, comme rewriter, ça c'est une bonne école. Hein. Puis bon, c'est l'époque de la mouvance 68, on doit avoir à peu près le même âge. Alors évidemment, on voyage, on s'accroche à rien, on veut s'installer nulle part. D'ailleurs, vous avez continué. Vous déménagez extrêmement souvent, vous. Bah, moi, il y a un truc que je répète tout le temps, c'est une phrase de Melville qui disait « Soyez toujours fidèle au rêve de votre jeunesse ». Et moi, je trouve que j'ai des tas de défauts, mais je suis toujours fidèle à ces rêves-là. C'est vrai. Alors, à 25 ans, et j'en arrive à ce que je vais absolument raconter, puis je trouve ça formidable, à 25 ans, vous ne voulez pas élever votre enfant dans le béton, vous partez et vous devenez péagiste, c'est-à-dire vous travaillez dans un péage sur une bretelle de l'autoroute Paris-Le Mans, à la Ferté-Alais. Non, à la Ferté-Bernard. À la Ferté-Bernard, pardon. Moi, je ne connais pas. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que vous aviez toute la nuit, ça durait 8 heures, il y avait 2 bagnoles qui passaient parce que c'était une petite bretelle d'autoroute, évidemment. Et alors, bon, tous les gens qui travaillaient avec vous, vous faisaient des mots croisés, ils lisaient des polars, et vous prenez une machine à écrire sur les genoux, et vous écrivez 50 contre 1, qui a été votre premier bouquin. Je trouve ça génial. Je trouve ça... Oui, mais toutes ces histoires qui sont géniales, en fait, elles sont géniales parce qu'elles sont vraies et qu'elles sont un peu folles. Et je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'ai pris une machine à écrire, c'est... Parce que j'avais plus envie de faire des mots croisés, ni d'écouter la radio. Et je me disais, mais il y a aussi un truc, c'est que je me suis rendu compte à un moment que pour vraiment écrire, il fallait du temps. Et j'avais jamais trouvé l'occasion de trouver 8 heures ou 9 heures pour travailler. Donc j'avais des tas de copains qui étaient obligés de travailler pour faire vivre leur famille. Moi, on me disait, tiens, voilà, tu as toute la nuit, fais ce que tu veux, du moment que tu emmerdes personne, prends ta machine. C'est extraordinaire. Et alors là, bon, vous finissez, vous revenez à Paris, De Noël, votre ami qui vous avez un peu conseillé d'écrire chez Gallimard est mort. Vous donnez le bouquin à Gallimard et Tournier, Michel Tournier, même si depuis il a dit que c'était pas vrai, dit, enfin au comité de lecture, dit, en parlant de vous, il se situe délibérément en dehors de la littérature. Ce qui, maintenant, quand on lui rappelle, ça l'énerve, mais enfin bon. Et donc, vous n'allez pas chez Gallimard, vous allez chez Barrault, que vous quitterez quelques années plus tard, après de nombreux bouquins, de nombreux best-sellers, parce qu'il a vendu à Flammarion sans vous le dire, c'est ça? Oui, moi j'étais aux États-Unis, et puis j'apprends un jour que donc, les éditions Bernard Barrault sont en partie passées chez Flammarion. Et je n'avais pas envie d'être chez Flammarion, donc, mais peut-être parce que c'était comme ça, me mettre devant le fait accompli, c'était insupportable. Et je sais pas, j'ai beaucoup d'orgueil, pas comme individu, mais comme écrivain. Je trouve que les écrivains, c'est pas des gens qu'on doit prendre comme des savonnettes et en faire n'importe quoi. Donc je lui dis non, je regrette. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus mes romans. Mais ouais. Sinon, je serai encore chez Bernard Barrault. Oui, bien sûr. Et là, maintenant, vous êtes donc revenu chez Gallimard, La boucle est bouclée. Donc magasinier à 16 ans chez Gallimard et aujourd'hui un des auteurs connus et qui vendent la maison. Alors vous étiez publié tout de suite et vous dites ça m'a évité de prendre du recul sur ce que je faisais. Parce que c'est vrai que vous avez eu du succès tout de suite, quoi. Oui, c'est pas non plus un bien. Je me suis toujours. Moi, j'ai lavé mon linge sale en famille, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait une ligne que j'ai pu écrire qui n'ait pas été publiée, en fait. Donc j'ai même pas eu de recul du tout par rapport à ce que je faisais. Les premières nouvelles, moi je me souviens, j'écrivais ça pour des amis qui venaient de Paris me voir quand j'étais à la Ferté-Bernard, et c'était une manière de les retenir en fait, parce qu'ils trouvaient ça drôle, ils trouvaient ça amusant, et quand ils venaient passer le week-end dans la campagne, le fait d'en parler le soir, ça animait les soirées. Et je réécrivais pendant la semaine dans ma cabine de péage la nuit, et quand ils arrivaient le week-end, il y avait d'autres choses à se mettre sous la dent. Alors, mais il n'y avait pas à ce moment-là d'idée de publication. Succès très rapide, et puis aussi adaptation au cinéma. Premier film qui a été tiré d'un de vos livres, c'est Bleu comme l'enfer, alors Boisset. Alors la différence, je dirais, c'est que Boisset, lui, il a acheté les droits, et puis vous ne s'est pas tellement occupé de vous, vous a pas vraiment appelé. Jean-Jacques non plus. Ah bon? Non. Enfin, on a parlé avec Jean-Jacques, et j'ai bien senti qu'à un moment, il voulait vraiment s'approprier l'histoire, et je trouvais que c'était vraiment bien. Mais le film de Boisset, c'était...
c'était une manne qui tombait du ciel pour un jeune écrivain qui se dit... Vous dites j'aurais baisé les pieds à l'époque, oui. Oui, c'était une année sabbatique, ça permettait d'écrire le prochain livre, donc c'était génial. Il faut dire que je m'en moquais un petit peu en plus. Moi, le cinéma, c'était pas... Le cinéma français, c'était pas ce qui m'attirait beaucoup. Votre truc. Alors le public vous adore tout de suite, hein, et la critique a été effectivement... assez difficile avec vous, pour des raisons simples d'ailleurs, parce que pour la surcharge d'adverbes, problème de ponctuation, enfin des conneries en plus, des trucs de... Et vous dites d'ailleurs, je suis l'ange exterminateur du point-virgule, ce que je trouve assez drôle. Puis, il faut dire aussi, vous n'aimez pas tellement, enfin, vous frayez pas beaucoup dans le milieu. Mais c'est vrai aussi que je représentais quelque chose pour eux qui ne cadrait pas vraiment bien avec sûr, le milieu littéraire. Bien sûr, littérature, disons, entre guillemets, rock, même si... de toute façon, moi, j'ai jamais porté de boucle d'oreille ni de Santiago. On a dit, quand je suis passé chez Gallimard, on va entendre le bruit de ses bottes dans les couloirs. C'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'on vous a assimilé à l'écrivain rock, alors qu'en fait... Mais ça, je crois que c'est très, très français. Hein, s'intéresser plus à la personne qu'à son travail. J'ai vécu pas mal à l'étranger et ça n'arrive pas à ce genre de choses. Alors, vous n'êtes pas non plus un grand zélateur du milieu, vous ne frayez pas beaucoup avec le milieu. Vous dites, les snobs garants de la belle littérature me font gerber, l'élitisme me révulse. Ouais. Moi, j'en veux pas mal à ces gens-là parce que je trouve que c'est des gens qui freinent la littérature. Donc, les gens qui écrivent bien, je trouve que c'est pas compliqué d'écrire bien. Écrire comme... mais ne pas être comme quelqu'un qui, tous les jours, tous les matins, s'agenouille devant la déesse littérature en disant je fais partie du Cénacle, donc tout va bien. Moi, je trouve que la littérature, si on se bat pas, la littérature, ça doit être une lutte. Moi, je me bats contre la littérature et je veux pas qu'elle me... Je veux que ce soit moi qui commande pas elle. Vous la tenez en respect, quoi. C'est le seul moyen de la faire avancer. Alors, vous n'avez jamais eu de prix. Vous connaissez la phrase de Léoto? Il y a une phrase de Léoto, monsieur, tout le monde la connaît. Tout écrivain qui accepte un prix est à jamais déconsidéré. Oui, je connais ça. Vous connaissez ça? J'en ai eu un en plus. Ils m'en ont donné un il y a très très longtemps, c'était le prix Libre. Je ne sais même plus s'il existe. C'est bien pour vous. Ça vous va bien? Oui, un petit peu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.